Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo peu conventionnelle. C'est rare que je fasse des facecam, mais je me suis dit que ça serait une bonne idée quand même parce que je fais souvent beaucoup de parcs et j'en visite beaucoup et donc je mets des images, je mets des vidéos en POV des roller coasters ou des prises de vue de spectacle. Mais du coup, je me suis dit, je suis allé au Puy du Fou le samedi 18 le samedi 18 et dimanche 19 mai en 2024. Ça aurait été compliqué de vous donner des images et tout. J'ai pu prendre des photos et tout, c'était vraiment cool. Mais j'ai vu que personne ne va la regarder, mais quand même, comme souvenir, je me suis dit, ça serait cool de pouvoir enregistrer ça et de pouvoir apporter des informations importantes concernant la visite du parc. Donc, premièrement, je dirais que donc, nous, on est pas loin de Genève, donc on a fait environ 8 heures, c'est entre 7h30 et 8 heures de route, suivant quel itinéraire vous utilisez depuis Genève, évidemment. Mais c'est une route qui se fait bien et voilà, c'était sympathique. En fait, en gros, on a traversé la France un peu par le milieu, j'ai envie de dire ça. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, on arrive le samedi, le 18 mai. Et déjà, beau temps, incroyable. Pas trop de vent. Ils annonçaient un peu de pluie. Et au final, on n'en a pas eu. Donc ça, c'était vraiment cool. Par contre, c'était blindé de monde quand même, en soi. C'était assez étonnant. Et en même temps, c'était vraiment cool. Moi, c'était la première fois que je faisais le Puy du Fou. Du coup, on était quatre et on a pris les passes. On a pris les passes comme ça, là. Je sais pas si vous verrez bien. Oui, ouais, bon, c'est pas grave. On a pris ces passes-là. Et en gros, donc, nous, on avait payé, je crois, 50 l'entrée. C'est entre 44 et une soixantaine d'euros l'entrée. Et on a pris ces passes en plus, qui sont des passes, ils appellent ça passe émotion, qui te permettent d'avoir accès aux meilleures places dans les spectacles et de, entre guillemets, gruger la queue, mais bon, t'as quand même payé, donc enfin voilà. Ça coûte 50 balles, mais par contre, si vous avez genre un seul jour et que vous avez les moyens, c'est vraiment conseillé parce que le Puy du Fou, je trouve que c'était vraiment compliqué si on n'a pas les passes de faire tous les spectacles en un seul jour. Malheureusement, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le parc est très grand, il a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de chemins, très propre, très bien organisé. Et le parc en lui-même, il fait 55 hectares, sur lequel il y a, donc si je vous dis pas de bêtises, il y a 8 spectacles, je vais vous dire les spectacles qu'il y a. Et il y a des expériences interactives avec des parcours animés, des décors, à ne plus savoir quoi en faire. Et il y a deux trois jeux pour les enfants sympathiques, avec des lacs et tout. Enfin, c'est vraiment chouette. Donc, je pense que, bon, du coup, vous avez eu mon badge. Incroyable. Je le pose là. Donc, fun fact important. Ils impriment un plan, tous les plans datés du jour. Moi, je trouvais ça plutôt fort parce que d'habitude dans les parcs, ils sont quand même rarement datés du jour de ta venue. Mais pourquoi ils sont datés? Ce qu'il faut savoir, c'est que en gros, il y a les horaires des spectacles dedans. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, par exemple, alors oui, il a pris un peu cher, mais il est toujours en vie. Donc, en gros, vous avez une espèce de tableau Excel, tac, de tableau Excel avec tous les horaires des spectacles que vous allez voir, et vous disposez d'un plan, dans le plan incroyable, d'un plan du parc avec tous les numéros des spectacles. Donc, je vais pouvoir vous énumérer un peu les spectacles qu'il y a. Donc, déjà, on a le signe du triomphe. Donc là, c'est dans une arène. En gros, c'est sur le thème des chrétiens et
des Romains avec la religion de Jupiter. Donc dans cette vidéo, vous inquiétez pas, je vais pas spoiler tous les effets et tout. C'est pas mon but. Si vous voulez aller voir tout ce qu'ils font, tous les effets, allez-y, c'est incroyable. C'est vraiment cool. Donc on a donc le signe du triomphe, c'est dans une arène. Euh, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de chevaux, excusez-moi, mon français, excusez-moi. Ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Je crois que ça dure environ une trentaine de minutes. C'est un spectacle entre guillemets à durée moyenne pour le parc. Mais c'était vraiment cool. Donc ensuite on a les Vikings. Alors ça les Vikings, c'est comment dire, c'est pas dans une arène. En gros c'est un gros décor un peu en longueur avec avec plusieurs maisons, une rivière, un chemin. Et il y a beaucoup d'animaux, beaucoup d'animations qui se passent en premier plan, en second plan et entre deux par la magie du Puy du Fou. Et l'histoire est hyper intéressante. Bah, c'est dans le titre après. En gros, c'est les habitants d'un royaume qui sont attaqués par les Vikings. Mais heureusement, grâce à toutes les péripéties, euh, ils arrivent à combattre les Vikings et la fin se termine bien. En même temps, c'est un parc pour enfants, ça serait un peu triste que la fin se termine mal. Ensuite, donc, vous avez le bal des oiseaux. Le bal des oiseaux, hyper impressionnant. Alors, si vous connaissez peut-être les aigles du Léman ou le parc à oiseaux en France, je sais plus où il est, mais voilà. Donc en gros, on est dans une espèce de vallée avec un grand plateau au milieu et des estrades sur tous les bords. Et c'est en gros, ils vont présenter les oiseaux, mais sous forme d'histoire, hyper bien ficelée, avec des effets mécaniques et un final de fou. Franchement, c'est un truc que tu vis rarement quand même. Et ce qui est intéressant, c'est quand le, donc dans ce qu'il disait, donc mes chiffres ne sont pas hyper précis, mais je vais essayer de les transmettre. Ce qui est intéressant, c'est que en gros, c'est une espèce de refuge pour animaux, quand même pour oiseaux. Tous ces oiseaux en fait sont en captivité et en fait ils servent au spectacle, mais aussi ils servent à prospérer et à, comment dire, à faire fructifier euh, leur lignée. Donc ensuite on a le secret de la lance. Alors ça c'est un spectacle très chevaleresque avec comme thème l'invasion des Anglais. Il y a beaucoup de chevaux. Je dirais qu'il y a deux trois animaux, mais énormément de chevaux. Et il y a des effets qu'on n'attend pas du tout et qui sont vraiment impressionnants. Un décor en deux parties, un décor premier plan, deuxième plan, avec des apparitions, enfin hyper bien ficelé. Et en gros, ça parle que euh, euh, la reine et le chevalier partent en voyage et lèguent la responsabilité à à une jeune servante entre guillemets du château de protéger le château. Et du coup, il y a toute une histoire avec Jeanne d'Arc. C'est vraiment hyper cool. La première partie annonce pas du tout la deuxième partie. Il y a vraiment une sorte de rebondissement. Il y a vraiment un sorte de feeling genre. Enfin, en fait, on s'attend vraiment à un truc un peu minimaliste. Enfin, en vrai, on a plus du fou, donc c'est un peu étrange, mais c'est vraiment grandiose et je ne peux que le conseiller évidemment. Donc ensuite, il va falloir que j'y aille vite parce que voilà. Donc on a les mousquetaires de Richelieu.
Donc, Mousquetaires de Richelieu, c'est juste à l'entrée du parc, sur les hauteurs, dans une espèce de palace, on pourrait dire, palace, théâtre. Et ça parle d'une histoire d'amour, ça parle de danse, énormément de danse, beaucoup d'éléments de décor qui bougent, beaucoup de présence sur scène. Et oui, je pense que en vrai, c'est vraiment. Alors déjà, ce qui semble assez important à, à noter, que c'est aussi que c'est un spectacle intérieur comparé aux autres, aux quatre autres que j'ai prononcés, donc le signe des triomphes, les Vikings, le bal des oiseaux, fantôme et le secret de la lance. Et et du coup, il y a vraiment un travail de lumière qui est hyper bien apporté avec des éléments où c'est vrai, enfin c'est bluffant. Oui, c'est bluffant. Je ne sais que dire. Donc ensuite, on a le dernier panache. Alors ça, c'est une histoire d'officiers marins qui vont à la guerre, qui combattent pour l'autonomie de leur pays. Euh, le dernier panache, hyper impressionnant. Aussi spectacle indoor, qui est... attendez, je vais vous dire ça. Le spectacle indoor, je vais prendre la carte. Le dernier panache. Alors, ah bah, le dernier panache, c'est à peu près au milieu du parc. En gros, vous avez les mousquetaires de Richelieu qui est vraiment à l'entrée, les Mime et les étoiles dont je vais vous parler après, et le dernier panache, qui sont vraiment trois bâtiments alignés et qui sont vraiment des spectacles. Enfin, j'ai vraiment kiffé. Je vais pas vous dire tous les éléments de surprise et tout, mais un mot où je pourrais un peu lier et en même temps pas lier parce que c'est pas à peu près les mêmes effets. L'idée est la même, mais je dirais c'est Futuroscope. Moi j'ai trouvé que c'était un spectacle qui était hyper au point au niveau des technologies. Euh, et c'est vraiment un truc qu'on s'attend pas où il y a un mix entre réalité, projection, décor et enfin c'est vraiment enfin comment dire c'est assez incroyable. D'ailleurs on a eu la chance euh, de prendre le petit train parce qu'on voulait essayer. Il y a un petit train qui fait 3 heures. C'est pas Europa Park non plus, mais le conducteur du train était hyper sympa, hyper bienveillant. Et il nous a raconté plein d'informations sur le parc. Et donc c'est l'une des deux seules d'Europe à avoir ce mécanisme-là. Donc il y en a une au Puy du Fou, donc dans les épaisses, et une au Puy du Fou en Espagne. Oui, parce qu'il y a un Puy du Fou en Espagne. J'y suis pas allé, donc je vais pas pouvoir vous en parler. Mais c'est vraiment un spectacle unique. Voilà. Donc ensuite, en 7, on a le Mime et les étoiles. Donc ça, c'est un spectacle qui a été nommé meilleur spectacle du monde par Hollywood en 2014. Donc c'est c'est aussi un spectacle indoor. Donc il est entre le dernier panache et les mousquetaires. Et c'est vraiment incroyable. Pour ceux qui sont passionnés de cinéma ou de réalisation, d'histoire, alors en gros, on assiste au début du cinéma dans une mise en scène qui parle d'amour avec des renversements. Et c'est vraiment impressionnant parce que en gros, les effets mécaniques de décors, de véhicules, de mise en scène, de bande son est, est vraiment bluffant. Enfin, mais vraiment bluffant. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Je pense que s'il y a bien un des spectacles dont on peut pas vraiment l'éviter, c'est vraiment genre celui-là, par exemple. Parce que il y a une réalisation de fou et c'est complètement mérité ce titre. Et ensuite, alors par exemple, donc là,
Donc ça peut changer, le dernier spectacle. Donc là, on a les Noces de Feu. Nous, on a fait les Noces de Feu. Donc les Noces de Feu, c'est un spectacle qui se déroule environ vers 22h30. Donc tous les autres spectacles sont la journée et là c'est à vers 22h30. Et c'est autour d'un lagon, ça parle d'un mariage. Ça parle d'un mariage, d'une rencontre et d'un mariage. Et c'est un spectacle qui se passe sur l'eau. Et c'est de nuit. Il y a des effets de lumière, il y a des effets de feu, il y a des effets d'eau. Euh, Comment dire, c'est sur un thème un peu classique. Donc ça marche vraiment bien avec la mise en scène. Et de nouveau, beaucoup d'intervenants dans ce spectacle-là. Euh, et c'est vraiment chouette. Donc, je, bon, je vais essayer d'accélérer un peu, mais parce que sinon la vidéo elle va durer 1000 ans et demi, mais voilà. Ensuite, donc on a des spectacles immersifs, donc ça, on y a accès entre guillemets toute la journée, parce qu'il suffit d'y rentrer et en fait c'est comme si tu faisais la file d'attente pour un parc d'attraction, mais en gros il y a vraiment des éléments, il y a vraiment une bon son, il y a une thématique qui est apportée. Donc je dirais que la Renaissance du château c'est assez nouveau. Il y a un peu de queue, mais ça vaut vraiment le coup. Et en fait, on est dans un château et on essaye de découvrir le secret de la famille euh, qui possède le château. Et ouais, comment dire, les décors sont vraiment bluffants. Il y a beaucoup d'acteurs, entre guillemets, dedans. Et ça dure environ 30-40 minutes, suivant le nombre de personnes qu'il y a. Les. euh, oui, voilà, enfin voilà, je veux dire. Pas qu'on dire, les déguisements, non, c'est pas des déguisements. Mais vraiment, toutes les tenues sont appropriées, tout est poussé à fond dans le détail. Et on pourrait vraiment s'y croire et c'est vraiment chouette. Donc ensuite, on a le premier royaume. Donc le premier royaume, celui-là, je te conseille peut-être un peu moins si vous avez des petits enfants, mais c'est vraiment le truc en spectacle immersif qui m'a le plus impressionné. Et ça parle des Vikings, de leur combat, et on se retrouve vraiment dans des décors vraiment immenses, grands, hauts, euh, dans des grottes, dans des armureries, euh, dans des effets d'eau, dans des chapelles et tout. Et c'est tout dans le même bâtiment. Et enfin, je pense vraiment que c'est celui-là que j'ai préféré pour moi. Après, tous les goûts sont discutables, évidemment. Mais le premier royaume, je peux vraiment le conseiller fort fort. Euh, voilà. Les mystères de la Pérouse. Donc, je, les mystères de la Pérouse, on est dans un bateau et le décor bouge et on a vraiment l'impression d'être dans un bateau alors qu'on est vraiment dans un entrepôt, hein. On est bien d'accord, bien habillé, mais vraiment les décors bougent et ensuite toute cette aventure euh, de marins, de matelots qui font une traversée avec des décors assez longs. Je dirais qu'ils sont pas très hauts, mais ils sont vraiment longs. Et il y a vraiment énormément de détails et énormément d'effets d'eau. Et ça, c'est vraiment cool. Et ensuite, l'un des spectacles qui, pour moi, en immersif, m'a le plus marqué, c'est pas mon préféré, mais en vrai, il est incroyable. Je le conseille pas du tout pour les enfants, parce que il est un peu effrayant quand même. Mais en gros, ça parle de la réalité de la guerre de Verdun. Ça s'appelle Les Amoureux de Verdun. Et au titre comme ça, on pourrait se dire ah ouais ça va être doux, gentil, rien à voir. Et les décors, on est vraiment dans une tranchée hyper réaliste
Et on voit toutes des scènes de guerre, tous des effets de tremblement, tous des effets d'explosion. Euh, et avec de nouveau des acteurs évidemment dedans. Et euh, enfin, moi franchement, c'est celui, je pense que pour ceux qui sont un peu angoissés par le noir, par les espaces un peu serrés, et aussi par le réalisme et tout, moi je le conseille pas. Mais vraiment, c'était une expérience assez incroyable. Et ça, comment dire, bah non, c'est fou. Je veux dire, en vrai, aller au Puy du Fou, je peux pas vous décrire plus que ça, j'avoue. Et donc, du coup, pour finir, nous, on a fait tous les spectacles en 2 jours, il faut savoir. En avant, en ayant fait les 8 spectacles le premier jour, en ayant payé un pass. Mais donc, c'est pour dire qu'en vrai, même si tu es là-bas 3 jours, je pense que tu as vraiment largement de quoi faire. Donc ensuite, on a les Chevaliers de la Table Ronde, qui est un petit spectacle de 17 minutes, qui est vraiment impressionnant euh, par leur effet mécanique. Je crois que c'est un assez vieux spectacle. Et en gros, ça parle des Chevaliers de la Table Ronde et de leur histoire. Je vois pas comment décrire autrement ça. Voilà. Donc on a les automates musiciens. Eux, c'est sur la place directement vers l'entrée ou là où il y a les boutiques. C'est une petite animation très sympathique. Je dirais que en soi, si vous n'avez pas beaucoup le temps, vous pouvez la zapper, mais ça reste toujours chouette. Où en gros, on est dans une grande allée un peu sortie d'achat, Disney, enfin voilà. En haut de chaque bâtiment, il y a des fenêtres qui vont s'ouvrir et vous aurez des automates qui vont venir jouer de la musique sur la place. Et en gros, suivant à quel endroit où tu es, l'instrument dans lequel joue l'automate, tu entendras peut-être plus cette piste-là que cette piste-là. Donc c'est vraiment un truc d'audiophile, mais c'est toujours hyper cool. Donc en soi, moi j'ai adoré cette expérience-là, dans le sens où genre quand tu te déplaçais, en fait, tu pouvais détecter certaines nuances d'instruments ou d'autres dans le parc, suivant où tu es. Et c'était vraiment cool parce que comme c'est une place et que évidemment qu'il n'y a pas de gradin, ils ont vraiment pensé au fait que ça puisse être en hauteur et que peu importe où tu es, tu vois vraiment les actions. Donc le Grand Carillon, donc ça je vous ai fait la petite vidéo sur ma chaîne. Le Grand Carillon, très cool, c'est très enfantin en soi, je dirais. Mais ça vaut le détour pour moi. Vraiment, ça vaut le détour. Ça dure environ 8 minutes. Et un carillon, c'est une tour avec des cloches. Et en gros, ces cloches vont jouer des thèmes comme le petit bateau, enfin vraiment des comptines d'enfants avec des cloches et des animations autour, des trucs qui se déploient, euh, des cloches qui se cachent, qui s'enlèvent, un cascadeur qui monte et qui descend de la tour, euh, quelqu'un qui joue vraiment du carillon. Euh, et oui, c'est vraiment. Celui-là, je pourrais le conseiller. Celui-là, c'était vraiment chouette. Et en plus, il est à côté d'un village dont je vais vous parler après. Voilà. Donc ensuite, on a les grands carillons. Non, excusez-moi, on a les grandes eaux parce que voilà, quand c'est pareil. Les grandes eaux, c'est donc sur le même lac que se situent les noces de feu. Et en gros, c'est un spectacle avec de la musique classique et des jets d'eau synchronisés qui, entre guillemets, jouent au thème de la musique. Donc ça, c'est entre guillemets assez classique dans des parcs de voir ça, mais c'est très bien réalisé et c'était
Je pense que je pourrais aussi le conseiller, tout à fait. Et le monde imaginaire de La Fontaine, ça c'est un parc à proprement parler où il y a tous les contes de La Fontaine qui sont réunis avec des images, avec des animaux, avec leur fond, leurs histoires. Euh, donc c'est assez cool. Si t'as des enfants, tu peux leur un peu leur montrer et leur raconter leur histoire, leur agrandir leur culture G, entre guillemets. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience. Euh, donc, euh, si vous êtes habitué du parc, vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de la cinécénie, je crois que ça s'appelle comme ça. Euh, eh bien oui, parce que il n'y était pas lorsque je suis allé. Dommage. Euh, donc c'est la cinesthésie. La cinécénie, c'est un spectacle qui se passe, je pense, vers 22 h ou 21 h et qui dure 1 h 30. Très important, ça dure 1 h 30 et il y a environ 2200 acteurs figurants qui jouent simultanément sur scène lors du grand final. Et ça se passe. Donc il y a des grands gradins et il y a un immense décor avec des bassins, il y a de la pyrotechnie, il y a des cascadeurs, il y a des véhicules, je crois, de ce que j'ai vu. Et c'est vraiment un truc que même si c'est à 8 h, moi je vais y retourner pour aller voir ça. Parce que oui, c'est vraiment assez unique d'avoir autant de personnes sur scène qui jouent et qui interprètent un spectacle de tout en un. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la cinesthésie, oui, voilà, euh, c'est une association qui le joue. Euh, c'est l'association Cinéscénie du Puy du Fou qui le joue. Donc c'est celle qui gère d'ailleurs le parc du Puy du Fou en Espagne, dont je ne veux pas vous parler de nouveau parce que je ne l'ai pas visité. Mais voilà, c'était vraiment cool. Euh, en, euh, Si vous avez faim, ne vous inquiétez pas. Euh, Il y a énormément de restos. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu remarqué que, entre guillemets, autour du parc, euh, il n'y a pas tant de choses que ça. Donc, si vous y allez, soit prenez un pique-nique ou soit allez manger sur le parc. C'est très bon et c'est relativement raisonnable les prix, dans le sens où dans un parc d'une telle envergure pourrait mettre énormément plus cher, mais voilà. Donc on a plusieurs restos. Je vais vous dire combien on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et attention, 11, 12 et 13. Donc, je vais commencer déjà par les restos animés. Resto animé, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de banquet, je dirais, où en gros, vous devez réserver le jour avant ou le matin. Euh, et vous devez valider cette réservation et vous avez un horaire pour aller manger où il se passe un spectacle en même temps que vous mangez vos plats. Donc il y a deux restos qui font ça, le café de Madelon et le relais de la Poste. J'ai pas pu y participer, donc je pourrais pas vous raconter euh, entre guillemets le spectacle, mais j'en ai entendu que du bien. Et si j'y retourne, j'essayerai d'en faire au moins un. Donc ensuite, après, on a tout ce qui est entre guillemets pas cher. Alors ça, c'est là où on est allé manger. La maison de Préfou, c'est le seul resto du parc qui fait les spécialités vendéennes. Et le Préfou, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne veux pas me faire insulter dans les commentaires, mais pour moi, je dirais que
c'est un mix entre un panini et un pain à l'ail où c'est vraiment très nourrissant, c'est chaud, c'est vraiment succulent. Euh, c'est 12 euros avec le menu et c'est vraiment rapide en service. L'accueil, j'ai été très surpris parce qu'ils sont très conviviaux et vraiment, donc il est à côté du carillon. En plus, pour les choper choper la nourriture et aller regarder le spectacle. Et, excusez-moi, et voilà. On a l'estimé, donc ça c'est un menu galette. J'y suis pas allé, mais je sais que ces galettes ont l'air vraiment très bonnes. C'est des galettes salées. Donc en menu on est à 14 euros. La queue de l'étang, c'est menu hot dog, c'est vraiment plus pour du rapide. C'est aussi 11 euros. La gargoulette, c'est des baguettines, donc je dirais c'est plutôt des sandwichs à proprement parler, un peu gratinés. Donc ça, c'est près du secret de la lance et c'est 12 euros. On a l'étape qui est, c'est des tourtes. En gros, c'est à côté du carillon aussi d'ailleurs. Et c'est des tourtes salées. Donc si vous kiffez les tourtes salées, et c'est plutôt rare d'en trouver dans les parcs, et moi je trouve que c'est une bonne initiative. Euh, Enfin, super. Franchement, j'ai rien à dire. C'est 13 euros. Le garde-manger, donc ça, c'est plutôt. C'est pas gastro, mais c'est un peu plus chic. C'est des chaussons garnis, viande, légumes. Globalement, il y a une grande diversité. Le rendez-vous des ventres fins, alors ça, c'est un resto où je suis allé et il y a beaucoup de personnes qui y vont parce que tu peux pas vraiment le louper. Et aussi parce qu'ils font des burgers. Et les burgers, c'est universel et tout le monde kiffe les burgers. Donc, donc là, c'est un peu plus cher. Mais cela dit, j'ai trouvé que le prix était raisonnable pour un parc. Et même pour un menu burger, c'est pas non plus excessif. Donc on est au ventre fin, en menu burger, on est à 17,90 euros, donc autant dire 18 euros, avec les frites, la boisson et le dessert. Et bah, que dire que bah, le burger était vraiment excellent, le pain était très frais, on voyait qu'il y avait quand même des ingrédients de qualité dedans et ça rassasie vraiment pas mal. Et juste en face, vous pouvez prendre des gaufres chaudes, il y avait des gaufres chaudes, il y avait beaucoup de desserts et ça c'était une offre hyper intéressante. Il y a beaucoup de tables qui sont couvertes avec un préau. C'était vraiment chouette. Donc ensuite, pour tous les Anglais, non je plaisante, on a le chaudron. Le chaudron, alors ça c'est menu fish and chips, c'est très classique, c'est à 17 euros, je pourrais pas vous dire, mais c'est un tarif qui me semble très correct. Et les raviolis, alors ça c'est donc ça c'est des paniers, donc ça c'est encore plus spécifique, c'est des paniers pique-nique en click and collect où en gros on commande et on va les chercher une fois que c'est prêt. C'est une prestation qui est très intéressante pour un parc parce que si tu attends dans une queue ou autre et où tu veux t'organiser, ça te permet d'organiser ton agenda et enfin ton planning quoi, et de pas perdre trop de temps sur ta journée parce que on sait que c'est toujours un peu relou de perdre du temps sur le fait de manger, même si c'est un besoin très élémentaire chez l'être humain. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Voilà. Tic, 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 tic. Donc, 200. Ah oui, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'animaux. Euh, donc, il y a 2200 animaux euh, qui sont là-bas, qui servent de zoo, de spectacle, de préservation, enfin, enfin, ils font énormément pour la faune et la flore. Et d'ailleurs, on voit que c'est hyper vert, que c'est hyper bien entretenu et qu'ils essayent vraiment de valoriser cette faune et cette flore qui en Vendée est hyper belle, entre guillemets, hyper dense.
Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Euh, donc, je peux vous donner des infos pratiques. Donc, par exemple, donc, vous avez une application hyper bien faite qui fait GPS et qui fait horaire et qui fait plein de choses. Tous les grands parcs en ont maintenant parce que donc vous pouvez choisir entre j'ai tout mon temps, je suis pressé, personne à accès réduit et j'ai une poussette qui va vous proposer un itinéraire ou une façon optimisée de faire le parc et de profiter à fond du parc. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, une fois qu'on sélectionne, boum, on arrive sur notre menu qui galère un peu, mais c'est parce que je suis loin du parc. Voilà, merci, merci. Continuez, continuez. Donc là, vous avez tout ce qui est la restauration, des questions si on veut, euh, des- la billetterie, évidemment, et tout ce qui est audio description, donc euh, pour tout ce qui est parcours ou autre. Enfin voilà, c'était vraiment chouette. Vous avez toutes les boutiques, vous avez le planning. Et comme je disais, oui, hop. Donc là, vous avez un plan, boum boum. Et donc par exemple, donc les plans ressemblent à ça. Boum, ils ressemblent énormément à la carte. De toute façon, ils se sont inspirés de la carte en papier. Vous avez tous les numéros, donc c'est hyper facile de se repérer. Et ensuite, par exemple, si vous êtes sur un endroit, vous pouvez cliquer, boum, et ça vous fait le GPS. Bon, là, je pourrais pas parce que je suis en dehors et que je suis bien loin du parc. Mais c'est une appli qui fonctionne plutôt bien, qui est assez nouvelle, il me semble, en plus. Et c'est vraiment cool de l'avoir. Voilà. Prenez des batteries portables parce que vous risquez d'utiliser beaucoup votre téléphone là-bas pour vous repérer et prendre des images, évidemment. Et pour finir la vidéo, je dirais que donc en fait, voilà. Pour finir la vidéo, on a quatre villages. On va parler d'une dernière chose. Alors, on a quatre villages. Donc, on a le fond Rognou, le Chasseloup, Bourg, le Bourg-Bérat et le Saint-Philbert-le-Vieil, qui sont des villages où vous trouverez des activités artisanales ainsi que différentes activités autres que des spectacles avec des décors vraiment chouettes. Donc on a des bars à vin, on a des bars à bière. Ça c'est vraiment très important sur un parc. Mais non, je rigole, mais en vrai oui, c'est vraiment cool d'avoir ça. On a tout ce qui est artisanat, on peut s'habiller et prendre des photos aussi en mode plus du fou. On a des glaces évidemment. Euh, on a plein d'autres activités qui me m'ont sûrement été pas vues par mes petits yeux bien trop occupés à voir la beauté des décors. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Puy du Fou génère 4700 salariés environ, euh, indirects et directs, dont 2500 sur les parcs. Euh, et voilà. Et donc, en comparaison, par contre, si je je vais vous donner 2-3 points par rapport à la taille. Donc, par exemple, le parc Astérix fait 18 hectares, donc le Puy du Fou est deux fois plus grand. Le Disney, c'est 22 km carrés, donc ça correspondrait à 22 hectares, il me semble. J'ai pas le calcul en tête, j'ai toujours été très nul en maths. Et Europa Park pour tous les abonnés, les fans d'attractions, qui lui est le Master, lui fait 85 hectares. Donc on est vraiment sur une petite différence de taille, mais les propositions ne sont pas du tout les mêmes. Voilà. Et que dire de plus? Moi, franchement, je ne vais pas faire plus lent. Je vous conseiller, si vous n'êtes pas loin, ou même si vous avez beaucoup de temps pour y aller, mais foncez, je veux dire, c'est le meilleur
pour moi, c'est un des meilleurs parcs qui présente des spectacles. Donc, sachant que j'ai fait quand même pas mal de spectacles, entre guillemets, dont ceux d'Europa Park, ceux de, ceux de Disneyland. J'ai pas pu faire Astérix ou des Nigloland et autres. Ça, c'est vraiment dans les futurs projets. Mais c'est vraiment impressionnant. Il y a beaucoup de spectacles qui ont été primés. Il y a une vraie volonté de bien faire et de vraiment pas se foutre de la gueule des gens. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a marqué. La bouffe était vraiment bonne et les souvenirs, bah, par exemple là c'est un des souvenirs, bon, c'est une casquette très simple, hein, j'ai envie de dire, mais ça c'est un des souvenirs, c'est des casquettes qui sont vendues à la sortie. Donc par exemple cette casquette là a été vendue 12 euros, qui est un tarif complètement abordable. Et il y a plein d'autres souvenirs, il y a je crois 1, 2, 3, 4, 5, je crois il y a genre 6 boutiques qui proposent moult thèmes et moult objets euh, pour, euh, pour se souvenir de votre venue. Et j'ai trouvé que les tarifs étaient vraiment corrects. Et voilà. Et le parking, les parkings, d'ailleurs, en puissant en parler des parkings, sont souvent et sont énormément grands et propres et accessibles. Donc, euh, après, on conseille, c'est que, par exemple, si vous venez un jour où il y a de la pluie, vous annonce possiblement de la pluie, prenez quand même un petit kawaii parce que on ne sait jamais où vous allez vous garer parce qu'il y a tellement de gens, je crois qu'il y a entre 25 000 et 30 000 personnes qui peuvent venir par jour, ce qui est énorme, hein, c'est vraiment faramineux. Euh, les- donc ça veut dire qu'il y a vraiment euh, je sais pas, il y a, je vais pas vous dire des chiffres que je connais pas, mais il y a 3, 4, 5, moi j'ai compté des minimum 6 parkings autour du parc. Mais par contre, c'est toujours très bien indiqué par leurs employés et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien organisé. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le Puy du Fou. Si vous, si vous aimez les spectacles, vous aimez la mécanique, vous aimez les animaux, vous aimez les cascades, vous aimez le feu, vous aimez l'eau, vous aimez la vie, bah, foncez-y, vous n'allez pas être déçus. Pour moi, vous ne serez pas déçus. Euh, voilà. Et bah, vu que c'était ma première vidéo un peu FaceTime, j'ai peut-être fait un peu long, j'ai peut-être un peu bafouillé et tout. Mais si vous êtes encore là sur la vidéo, ça m'étonnerait un peu. Mais si vous êtes encore là, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner pour si jamais je ressors d'autres vidéos, soit en POV, soit qui parlent de mon expérience. Donc c'est une vidéo test. Et, elles vont s'améliorer au fur et à mesure. Ma diction va s'améliorer au fur et à mesure. Mais, euh, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse.